Parlons d'un deuxième mind map sur le concept de logiciel. Donc le logiciel, c'est le résultat d'un code. Vous avez différents types de logiciels, hein. Aujourd'hui, vous avez des applications web, c'est un logiciel. Le système d'exploitation, c'est un logiciel. Le navigateur, c'est aussi un logiciel. L'environnement dans lequel il tourne est différent, mais ce sont toujours le résultat de code écrit. Quand on pense logiciel, on pense beaucoup à la programmation, et c'est vrai, c'est le résultat d'un code. Le logiciel, il est écrit dans un langage. Alors au tout début, les logiciels étaient écrits en procédural, dans un langage de procédural de type C, euh, peut-être même, je ne sais pas si on peut appeler COBOL le procédural, du Delphi, du BASIC. Le BASIC a beaucoup apporté au monde du logiciel. Donc le procédural, c'est ce qui est le plus évident. C'est des lignes de code qui s'exécutent, hein, l'une après l'autre. Le problème, c'est lorsque le programme devient grand, quand il y a beaucoup de lignes de code, ça peut être difficile à lire. Alors les gens ont inventé la notion de concept d'objet. Donc on a des langages orientés objets où on modélise, où on rassemble les bouts de code par thématique dans des objets, des classes, et de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire la plus claire, la plus lisible, la plus facile à lire. Et ça, c'est pour pouvoir faire des grands programmes avec beaucoup de lignes de code. Alors, quels sont les concepts qui sont utilisés? Beaucoup, le plus connu, c'est l'héritage, c'est-à-dire que une classe peut hériter d'une autre et apporter elle-même des fonctionnalités supplémentaires. Il y a aussi le polymorphisme, c'est que un objet peut avoir plusieurs comportements. L'encapsulation, c'est le fait que les informations sont protégées et ne sont pas facilement accessibles à tout le monde. Donc tous ces concepts regroupés font ce qu'on appelle l'orienté objet. Bon, il y a beaucoup plus à dire, mais en introduction, je dirais que ces trois termes reviennent souvent. Alors l'objet, ben, c'est souvent le Java, le C Sharp. D'autres langages peuvent être procéduraux et objets, comme le PHP, le Python. Mais ce n'est pas la seule façon de voir les grands programmes. Il y a aussi ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle, donc avec les langages fonctionnels, et où il n'y a pas de classe, mais c'est très mathématique, où il n'y a que des fonctions. Et en empilant toutes ces fonctions, on arrive à reproduire la même chose qu'un logiciel codé en orienté objet. Donc, l'objet, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, c'est qu'une façon de coder. Il y a aussi le fonctionnel, le procédural, et j'ajouterais qu'il y a un quatrième type de langage qui est de type Lisp, qui est vraiment très particulier. Ça ne ressemble à rien de ce que vous aurez vu dans ces trois langages. Donc les logiciels se développent suivant des méthodes de développement. Historiquement, il y a le cycle en cascade ou le cycle en V, c'est-à-dire que on ne délivre le logiciel au client que quand il est terminé en fait. L'agile par contre travaille sur des itérations assez rapides, qu'on appelle des sprints. L'agile c'est une philosophie et les applications concrètes, ben, il y a le Scrum, le Kanban. Bon, on parle beaucoup de Scrum aujourd'hui, c'est très adopté. Ce n'est pas une garantie d'avoir de la qualité logicielle. Il est probable que quand vous allez atterrir dans une entreprise, elle ait adopté la méthode Scrum. Je vois partout dans les annonces d'emploi,
je vois beaucoup le mot agile et Scrum. Alors le Kanban, c'est une autre déclinaison de l'agile. Donc ce sont des cartes en fait, hein, le logiciel Trello, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des cartes qu'on glisse d'une colonne à l'autre, à faire. Et quand on a commencé, c'est en train d'être fait, et puis quand c'est terminé, fait. La colonne fait. L'agile a été créé pour résoudre le problème du cycle en V où on doit passer beaucoup de temps sans voir le produit. L'agile, lui, vous montre périodiquement le résultat au client afin de coller au mieux les besoins du client. La méthode Extreme Programming a fait beaucoup parler d'elle il y a un temps et elle consiste en quelques techniques. Donc aujourd'hui, qu'on a adopté, mais pas forcément dans l'extrême programming. Aujourd'hui, on peut faire du Scrum avec quelque chose comme ça. Donc le TDD, c'est le Test Driven Design, c'est-à-dire on, écrit les tests avant d'écrire le programme. En fait, les tests, quoi? C'est le test pour s'assurer que la fonction qu'on a créée n'ait pas de régression. Ça veut dire qu'elle continuera toujours à fonctionner. Le pair programming, c'est le fait de programmer à deux. Alors vous imaginez bien que payer deux programmeurs pour faire le boulot d'un programmeur, c'est coûteux pour l'entreprise, on ne le voit pas souvent, mais c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Il y a un qui code et l'autre qui regarde. La personne qui ne code pas et qui regarde voit beaucoup plus de choses. Le BDD, c'est le Behavioral Design Driven. Donc, c'est encore, je dirais, un cran au-dessus du TDD, c'est-à-dire là, on va modéliser avec un langage naturel ce que va faire le logiciel et ça va nous générer des bouts de code à polir, à compléter pour réaliser le logiciel. Lorsque vous programmez, il y a les bonnes pratiques à suivre et c'est ce qu'on appelle ici le KISS, le dry et le solid. Donc ça, ce sont des termes que vous allez beaucoup entendre. Le KISS, c'est Keep It Simple Stupid. Ça veut dire que il faut faire un bout de code qui soit facile à comprendre, simple. Ne pas écrire du code intelligent. Pourquoi? Parce que le code intelligent, bon, ça montre, des fois les développeurs ont un ego et ils aiment bien écrire des choses difficilement compréhensibles. Sauf que le problème, c'est que pour celui qui n'a pas écrit, il va mettre beaucoup de temps à comprendre et ça risque de ralentir et de rendre plus difficile la maintenance du logiciel. Donc, il n'y a aucune gloire à écrire du code intelligent. Il faut écrire du code lisible. Le dry, D-R-Y, c'est don't repeat yourselves. Souvent, on est amené, et vous le ferez, à répéter des bouts de code, à écrire deux fois le même bout de code, à dupliquer du code. Donc ça, c'est mauvais parce que le même code à deux endroits différents, imaginez qu'il s'est glissé une erreur dedans, ben, vous allez le réparer dans deux endroits. Donc en informatique, en codage, il y a toujours possibilité de ne pas dupliquer le code et de le mutualiser en une seule fois. Le solide, ça c'est par rapport à l'orienté objet, c'est assez proche. Donc c'est les 5 principes qui permettent de faire du bon code objet. Donc chaque lettre correspond à un principe. Toujours dans la conception logicielle, les patterns de conception, vous entendrez beaucoup parler du MVC, modèle vue contrôleur. C'est une façon de concevoir, d'organiser son code afin que les choses soient claires, que ce soit facile à lire, mais facile à maintenir. Donc le M, c'est le modèle, donc ça correspond à la partie base de données. La vue, le V, c'est dans le cas de l'application web, c'est une page web. Le contrôleur, en fait, c'est tout le code qui va faire le lien entre la vue et le modèle. Et il y a d'autres principes, hein, le MVVM, je pense que Microsoft a beaucoup porté ça avec son framework WPF. Alors c'est une façon de coder aussi, où l'interface, en fait, la vue va
va aussi contenir une partie de données, à la différence du MVC où tout est bien séparé. Ensuite, vous avez du MVP, MVT, ce sont des déclinaisons du MVC, et d'autres plus exotiques, hexagonales, voilà. Ce sont des ordres. Alors, je n'aurais pas dû mettre ces termes parce que c'est moins courant, hein. C'est vraiment le MVC est dans une plus petite proportion du MVVM. Donc, si vous faites du React, par exemple, ou du Angular, ou du Vue.js, vous serez plus dans du MVVM dans le web. Les design patterns, ce sont des recettes de code, en fait, pour résoudre un problème donné. Vous entendrez beaucoup parler du singleton. Le singleton, c'est-à-dire que un objet n'existe qu'en un seul exemplaire dans l'environnement d'exécution. On ne peut pas le dupliquer. Pour éviter les problèmes de mémoire, je suppose. Le factory, c'est un principe aussi qui permet d'instancier, de créer un objet à partir d'une classe, mais de façon beaucoup plus flexible. Je ne peux pas vous expliquer en détail. L'injection des dépendances, c'est un concept important. Dans les frameworks comme Symfony, c'est un peu quand même la colonne vertébrale, hein. L'autre nom, c'est inversion de contrôle, mais ça c'est un terme qui fait peur, que je trouve ridicule. L'injection de dépendance, c'est plus quand vous quand vous savez une classe, ben, dans cette classe, il y a un attribut, et cet attribut est de type d'une autre classe. Par exemple, dans une classe de type modèle, vous allez injecter une classe qui est la connexion vers la base de données. Les tests, je dirais que les tests, il y a 3 types de tests. Il y a les tests unitaires où on teste une fonction, les tests fonctionnels, on teste un jeu de fonctions, et les tests d'intégration où on se met à la place de l'utilisateur. On a, par exemple, pour une application web, bon là, on va vraiment être face à une interface web. Ça peut être fait humainement ou par un programme informatique. Alors là, quand on fait des tests end-to-end, on teste vraiment un ensemble. À chaque action qu'on fait, ça peut déclencher plusieurs fonctions. Alors qu'un test unitaire, ça ne teste qu'une fonction. Donc les tests unitaires et fonctionnels sont facilement automatisables puisque c'est du code. Le test d'intégration, et là on met en jeu une interface, donc c'est un peu plus dur. Il existe des solutions, hein, il y en a beaucoup, comme Selenium, qui permettent de tester comme un être humain. Un concept important aujourd'hui, c'est le versionning de code. Qu'est-ce que c'est? Ben, le code que vous écrivez, en fait, vous n'êtes pas le seul à écrire. Alors, partons du postulat que vous n'êtes pas le seul à travailler sur un code, vous êtes plusieurs, on va dire, vous êtes 5 développeurs, et que vous travaillez potentiellement à 2 sur un même fichier, sur le même fichier. Donc là, les risques de conflit de code sont très grands. Eh bien, grâce à un outil comme Git, et en suivant le mode de travail Gitflow, vous allez pouvoir éviter d'avoir des collisions. Alors, typiquement, souvent, si on ne travaille pas avec Git, j'ai été dans une boîte où deux développeurs travaillent sur un même fichier, mais directement sur leur poste, et après, ils uploadent via le FTP sur le serveur. Le problème, c'est que le développeur A fait une modif et l'envoie sur le serveur. Le développeur B n'a pas la version que le développeur A fait, mais il a une version antérieure, donc il fait ses propres modifications et il upload sur le disque dur du serveur en écrasant ce qu'a fait le développeur A. Donc pour éviter ce genre de choses, on utilise Git, qui est un super outil de versionning qui a été créé par le créateur de Linux, hein, donc excusez-moi du peu, et qui évite ce genre de désagrément. L'ancêtre de Git, peut-être, on peut appeler ça un serveur, enfin SVN, mais qui est moins performant d'un point de vue collaboratif. Et Git, c'est gratuit, hein, SVN est gratuit, et puis Mercurial, je crois, c'est un logiciel qui est payant. Et je crois qu'il est un peu dans le même esprit que Git. Dans une entreprise, vous avez différents rôles de développeurs, hein. Vous, en sortie de formation, vous êtes un développeur junior, donc vous savez, on va dire, quasiment rien faire. Bon, c'est pas vrai.
mais vous êtes un padawan. Et vous allez sans doute évoluer vers le développeur plus expérimenté, mais senior. Mais avant d'être senior, on est intermédiaire. Il n'y a pas de terme pour intermédiaire, mais c'est entre junior et senior. Senior, on va dire, si vous travaillez sérieusement en 4-5 ans, ouais, en travaillant bien sérieusement, vous seriez senior au bout de 4-5 ans. C'est-à-dire que vous serez à l'aise. Un développeur senior aura une culture informatique, 2 ou 3 langages de programmation, dont un qu'il maîtrise bien, une bonne culture informatique, hein, software comme hardware, mais surtout dans le software. Il est capable d'être, il est très autonome et il peut entrer sur des nouvelles technologies assez facilement. Donc le développeur senior ou lead dev, je ne sais pas quel est le terme exact. Ensuite, vous avez le tech lead. En fait, le tech lead, c'est un développeur expérimenté qui est là pour faire monter en compétence son équipe. Donc, il a une double casquette de manager et aussi de développeur. Donc, son rôle est de faire monter en compétence toute son équipe. Donc, il doit animer pas mal, donc faire preuve de pédagogie. Le CTO, donc, c'est au sommet de la pyramide de la technologie, le Chief Technical Officer, donc c'est celui qui va superviser toute la partie software de la boîte, quoi. Ah, c'est quelqu'un de très expérimenté, il a des choix à faire et il sait beaucoup de choses. L'architecte, lui, c'est plus le concepteur. Il est assez expérimenté aussi, hein, souvent c'est un ancien développeur, mais il a une sacrée culture de la conception. Il ne code plus, il dessine des schémas UML, Meurice, il conçoit, il a en tête tout le logiciel, mais de façon schématique, symbolique. Donc il a une très bonne vision de ce que fait le logiciel. Il ne va pas entrer dans les détails. C'est lui qui choisit aussi des fois les stacks techniques, hein, donc il a un choix important à faire. Mais c'est surtout celui qui connaît un peu le logiciel, tous les recoins du logiciel, sans aller dans les détails techniques, hein, je m'entends. Voilà pour les différents rôles dans une entreprise. Ensuite, le DevOps, c'est un terme qui aujourd'hui est très à la mode, très recherché. En gros, c'est un développeur, mais c'est aussi quelqu'un qui a une affinité avec le hardware. En fait, le DevOps, c'est plus une philosophie. Donc, on associe souvent tout ce qui est test unitaire, automatisé bien sûr, continuous delivery, continuous intégration. Envoyer CI/CD, ça veut dire que les tests unitaires sont faits automatiquement et que le code est déployé automatiquement aussi sur le serveur. Alors attention, quand on déploie automatiquement un logiciel, ça veut dire qu'il y a toute une batterie de tests derrière, hein. Ça veut dire qu'il n'y a aucun test manuel. Tout est automatisé. Il y a un très grand nombre de tests et on teste de sorte que, par exemple, certaines entreprises, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée, ben, on le met en production. Donc, quand vous êtes plusieurs développeurs, vous faites plusieurs fonctionnalités et il peut y avoir plusieurs déploiements en production par jour. Donc, dans ce cas de figure, hors de question de tester manuellement, tout est automatisé. On est vraiment c'est la Ferrari, hein. C'est assez difficile à faire parce qu'il y a une lourdeur logicielle, beaucoup de trucs à mettre, hein, dans le pipeline. Il faut un orchestrateur, il faut écrire pas mal de tests unitaires, mais aussi des tests d'intégration, tout ça pour vérifier qu'il n'y a pas de, de régression. Voilà pour ce qui est du logiciel. Je pense que... Ah, j'ai oublié la partie authentification. Dans tout logiciel, souvent, on a une partie authentification et c'est une partie importante quand même du logiciel. Bon, ça s'accorde peut-être pas avec tout le reste, mais qu'est-ce que regroupe l'authentification? C'est le fait que si je ne suis pas membre d'une base d'utilisateurs, je n'ai pas le droit d'utiliser. Je n'ai le droit d'accès qu'à la partie publique. Ah, comme Gmail, si vous voulez voir vos mails, il faut vous authentifier.
Ok. Alors, SSO, qu'est-ce que c'est? Le SSO, c'est le Single Sign-On. Alors, aujourd'hui, quand vous avez une suite de logiciels, par exemple Google, vous avez Gmail, vous avez Google Docs, vous avez YouTube, tout ça, et vous vous connectez qu'une seule fois et vous avez accès à tous ces services. Ça veut dire que tous ces services qui ont été créés à différentes époques de la vie de l'entreprise, ben, utilisent les mêmes authentifications. Donc, c'est Single Sign-On, ça veut dire c'est simple, une seule login, plusieurs logiciels. Donc, c'est ça. Ça s'appelle le SSO. 2FA, Two Factor Authentication, ça veut dire que non seulement vous devez mettre l'email et le mot de passe, mais vous devez aussi utiliser un deuxième service pour vous authentifier. Souvent, c'est le téléphone. Hein, un petit code envoyé via SMS ou une action à faire dans un Google Authenticator, ce genre de choses. Donc, c'est pour renforcer la sécurité des logiciels. Ces dernières années, ça s'est beaucoup généralisé. Quasiment tous les grands services le proposent et ça commence à devenir dans les plus petits logiciels. L'authentification par mot de passe, donc historiquement, c'est ce qui a été le plus utilisé. En fait, ce sont ici les différents types d'authentification qu'on peut mettre dans une application web. Pas forcément web. On a du SSO. Alors, le SSO, par exemple, c'est aussi... j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi il y a un truc en plus, il y a Open Authentication 2, OAuth 2, où vous n'allez pas coder vous-même votre base d'utilisateurs, mais vous allez vous appuyer sur une base d'utilisateurs d'un service tiers. Par exemple, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez utiliser, y compris ce logiciel MindMaster que j'utilise pour vous sortir cette carte mentale. Ben, je me suis connecté, pas en créant un compte chez MindMaster, mais en utilisant mon compte Google ou mon compte Facebook ou mon compte GitHub. Et ça, ce n'est pas du SSO, mais c'est de l'Open Authentication. Donc, c'est s'appuyer sur un service tiers pour se connecter. Alors ça, le mot de passe, tout ça, traditionnellement, hein, donc quand j'ai commencé à coder il y a 15 ans, c'était, voilà, email, mot de passe, c'était la règle, quoi. Et comment on arrivait à garder le fait que vous étiez connecté? Ben, grâce au mécanisme de cookies et sessions. Donc, eux, c'est les frères jumeaux. La session, c'est le même fichier qui est stocké chez le serveur et le cookie sur votre navigateur. Et les deux sont en interrelation. Une méthode alternative, c'est le token. Souvent les tokens JWT, JSON Web Token. En fait, un token, c'est une petite chaîne de texte. Hein. Lorsque vous vous êtes authentifié, bah, le serveur vous donne un bout de texte que vous devez présenter à chaque fois que vous voulez accéder au serveur. Ça veut dire que toutes les requêtes que vous allez faire au serveur subséquentes à l'authentification bah, se feront par l'envoi d'un token. Alors que dans ce cas-ci, c'était plutôt l'envoi du tout cookie et puis le serveur matché. Autre forme d'authentification, les clés SSH. Ça, j'utilise souvent pour les terminaux comme PuTTY, donc qui est un terminal textuel pour accéder à des serveurs. Alors, si on n'a pas ça, comment on fait pour s'authentifier avec PuTTY sur le serveur? Ben, on rentre notre login et le mot de passe à chaque fois qu'on veut ouvrir une session sur un serveur. Mais on peut aussi faire d'une autre façon qui consiste à dire que eh ben, sur le serveur, je dépose un fichier que j'ai généré depuis mon ordinateur chez moi et je dépose ce fichier sur le serveur et j'ai un autre fichier dans mon ordinateur. Donc, il y a une espèce de... Ces deux clés sont reliées, la clé publique et la clé privée. Et en fait, il y a une espèce de corrélation qui est faite, si bien que je n'ai pas besoin du mot de passe pour me connecter. Il suffit que ce fichier clé privé soit présent sur mon ordinateur
pour que je puisse me connecter. Alors, il y a il y a un intérêt vraiment qu'on ne peut pas faire avec le mot de passe, enfin, plus difficilement avec le mot de passe. L'intérêt, qu'on utilise cette façon de s'authentifier, c'est lorsqu'on veut qu'une machine distante s'authentifie sur une autre machine distante. Et de façon automatique, je veux dire, on n'est pas là pour, voilà, voilà. En fait, j'ouvre une espèce de couloir sanitaire entre deux machines. J'utilise les clés SSH. La méthode biométrique que je connais pas du tout, hein, donc aujourd'hui avec les smartphones, déverrouillage par caméra, le pouce, voire l'iris, bah ça, c'est une autre forme d'authentification. Je pense que j'ai tout balayé. Donc ici, voyez cette vidéo surtout comme une introduction à une culture générale du monde du logiciel. Ces termes, vous allez les entendre. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller googler chaque mot pour en apprendre un peu plus.